Salut Daniel. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel, tu es bien connu de la Midinale, tu es conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement, membre du PUP, le Parlement de l'Union populaire. Cette Union populaire qui a créé la surprise dimanche dernier, puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième homme à pas grand-chose, il aurait pu être au second tour. Quelle a été ta réaction au dimanche soir? Alors à la fois très triste, déçue et en même temps hyper fière. Triste parce que tu vois, dimanche soir, moi j'ai revu tous les visages de toutes les femmes, les hommes que j'avais rencontrés en porte-à-porte et qui avaient tellement espéré que tout allait enfin changer. Et quand tu sais les galères dans lesquelles ils sont et à quel point ça va être violent pour eux, la politique, quelle que soit l'issue du 24 avril, bah, tu as une tristesse profonde parce que ça va être terrible. Voilà. Et que pour eux, le SMIC a mis 400 €, la garantie dignité, l'allocation d'autonomie, toutes les mesures qu'on a pu porter, concrètement, leur vie allait changer. Déçu parce que, comme tu le dis, on a fait la démonstration que c'était possible de faire barrage à Le Pen, de pouvoir l'éliminer dès le premier tour et de vraiment changer le cours de l'histoire, quoi. C'est énorme ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu, Jean-Luc Mélenchon président, convoquer la constituante, tu vois, face à l'urgence climatique, quand le GIEC nous disait que on n'a pas 5 ans, hein, on a 3 ans, on aurait pu engager enfin une planification écologique, et sur la question sociale, enfin reconstruire tout ce que Macron a déçu, et ça s'est joué de très peu. Donc forcément, t'as une colère, quoi. Et en même temps, t'as une colère contre qui? Contre quoi? Ben, colère de se dire qu'il a manqué si peu. Moi, je suis vraiment très reconnaissante d'abord de tous les jeunes qui massivement sont allés voter. C'est énorme ce qui s'est passé. Hein. Sur les bureaux de vote, tu voyais des queues pas possibles hein, à Paris. Et moi, je vois dans les quartiers populaires, tu voyais des jeunes qui venaient en groupe, tu vois des familles nombreuses qui arrivaient tous ensemble avec les voisins. Il y a vraiment eu une mobilisation populaire qui montre vraiment une conscience de classe qui s'est accélérée. Et puis, je sais qu'il y a plein d'électrices et d'électeurs qui pouvaient, pour les élections antérieures, voter socialistes, communistes ou écologistes, et qui se sont dit, non mais là, c'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon qu'il faut prendre pour faire barrage à l'extrême droite, et qui en même temps faisait derrière cela un vote d'adhésion, hein, parce que tu as des sondages après l'élection qui ont montré que, par exemple, le vote Jean-Luc Mélenchon, à 80%, est un vote d'adhésion au programme. Donc c'est très fort ce qui s'est passé. Mais on voit bien qu'il y a une partie de cet électorat qui finalement a été plus responsable face à l'enjeu de l'histoire que leur candidat ou que leur direction d'appareil, quoi. Tu le disais justement, beaucoup d'électeurs de gauche, c'était déjà le cas en 2017, mais beaucoup d'électeurs de gauche ont confirmé ce choix de Jean-Luc Mélenchon. Il y a évidemment une partie de vote utile parce qu'ils voyaient en la candidature de Jean-Luc Mélenchon celui qui était le mieux placé pour faire barrage à l'extrême droite. Mais est-ce que finalement Mélenchon ne serait pas devenu le leader des électeurs sociodémocrates ou est-ce que c'est la gauche social-démocrate qui s'est convertie à la gauche radicale? Je pense que là, on est au lendemain de cette élection avec 3 blocs idéologiques dans le pays, en fait. Tu as le bloc extrême marché de Macron, tu as le bloc extrême droite, et puis il y a le bloc de l'Union populaire qui incarne un programme de rupture. Et finalement, la crise de la social-démocratie qu'on voyait et qui a été accélérée par le bilan de François Hollande quand même, hein, faut quand même se rappeler, François Hollande, la casse du code du travail, la déchéance de la nationalité, une politique qui remet en cause les fondamentaux socialistes et montre que finalement la social-démocratie dérive forcément vers le libéralisme et vers la dérive aussi autoritaire institutionnelle. Et ça, les électeurs de gauche n'en veulent plus. Les électeurs de gauche n'en veulent plus. Et on fait ce choix-là. Ce qui est important, c'est de montrer comment les choses ont été en dynamique. Par exemple, moi, j'ai rencontré pas mal d'électeurs qui, sur les 15 ou 3 dernières semaines, ont évolué. Au départ, ils faisaient partie des électeurs, ah non, Mélenchon, la personnalité, ou ah non, les insoumis, le programme. Puis qui finalement, au départ, se disent, ce bulletin de vote, en fait, il est très utile pour faire barrage à l'extrême droite. Et puis, ce faisant, regarde un peu plus le programme, écoute un peu plus les discours, et qui, dimanche soir, sont tristes et déçus, comme tous les autres. Parce qu'ils sont, dorénavant, conquis par le programme et la stratégie politique qui est proposée. C'est important de voir qu'une élection, elle accélère des prises de conscience et elle fait émerger un acteur politique collectif. Et c'est ça ce que nous avons fait. L'Union populaire a été vraiment une stratégie, un programme et une incarnation
qui a reconstitué complètement le paysage politique avec cette nouvelle force. Il y a la surprise de dimanche soir à l'échelle nationale, mais il y a surtout la grosse surprise des résultats de Jean-Luc Mélenchon, notamment dans les centres urbains, et plus particulièrement à Paris, où Jean-Luc Mélenchon fait un peu plus de 30%. Toi, aux dernières municipales, tu faisais un peu moins de 5%. Ça veut dire un bond de près de 25 points en l'espace de quelques pas semaines, plutôt mois, voire années, puisque c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, la dernière municipale, pardon. Comment tu expliques ce choix des Parisiens dont la sociologie a toujours été plutôt soit un vote classiquement de droite, soit un vote plutôt social-démocrate? C'est un échec d'Anne Hidalgo avant tout, selon toi? Alors oui, ça manifestement c'est un échec d'Anne Hidalgo, parce que si on voyait la chute complète de sa campagne, de sa candidature nationale, on pouvait supputer que sur Paris, néanmoins, elle résisterait un peu plus. Elle qui était si fière de son bilan. Et finalement, tu te rends compte que sur Paris, son score est guère différent à quelques... Sensiblement supérieur à celui de l'échelle nationale. Oui, 2,2% à Paris. Voilà, enfin, tu vois, je veux dire, quand on en est là, entre 1,7 et 2, et quelques, bon, c'est dérisoire. Donc son effondrement est total, et son effondrement est total aussi sur Paris. Donc déjà, c'est un aveu d'échec. Et on voit bien que l'électorat a aussi considéré que sur Paris, sa politique qui finalement a contribué à gentrifier, à bétonner, à privatiser, a été également balayée. Mais quand tu regardes la carte des votes, tu vois bien que c'est tous les quartiers populaires, 18, 19, 20, 13e, et puis aussi 10e, 11e, les quartiers les plus populaires, qui massivement sont allés voter, ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête, et ensuite... eh bien, je dirais les catégories moyennes du salariat qui ont suivi et qui ont fait ce même chemin d'adhésion. Et qui fait que maintenant, nous sommes en tête dans cet arrondissement. Elle t'a appelé, Anne Hidalgo? Non. Pour te féliciter? Même pas un petit SMS, rien. Mais après l'arrogance qu'elle a pu avoir, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, quand même. L'arrogance et le mépris. Moi, je suis seule au Conseil de Paris, et je me souviens très bien d'un précédent Conseil de Paris où elle était là dès la première seconde de mon dépassement de temps de parole. Ah, votre temps de parole est proportionnel à ce que vous représentez sur Paris. Voilà, j'espère qu'elle va se remémorer tout ce mépris qu'elle a eu à mon égard. Quand moi, je continue à dire que quand je défendais le refus de faire un restaurant gastronomique à l'Hôtel Dieu, le refus qu'on privatise un crématorium, qu'on se préoccupe des cantinières à 700 € par mois. Tu te rends compte que celles qui servent les enfants dans nos écoles, après 20 ans de PS et de majorité plurielle à la mairie de Paris, elles sont toujours condamnées à des contrats précaires à 700 € par mois. Donc elles n'ont pas de quoi nourrir leurs propres enfants quand elles servent les nôtres. Tu le rappelais, à Paris, il y a une majorité plurielle, écologiste, socialiste, communiste, génération. Et la particularité à Paris, c'est qu'au sein même de l'exécutif, chacun avait fait des choix différents. Certains soutenaient Jadot, qui a fait 7,6% à Paris, Roussel 1,6% à Paris, Anne Hidalgo 2,2% à Paris. Je le disais, on le redit, cette majorité qui t'a souvent méprisé, mis de côté au Conseil de Paris. Comment tu l'abordes, ce prochain Conseil de Paris qui a lieu dans quelques semaines? Eh bien, avec une confiance personnelle que ce que je raconte est réellement entendu et partagé par les Parisiennes et Parisiens. Et donc, il va falloir qu'ils l'entendent. Hein. Quand je ne cesse, tu vois, de rappeler qu'il faut absolument une politique radicalement différente sur nos services publics. Tu prends la question des EHPAD. Les EHPAD, le scandale des EHPAD, c'est pas uniquement les EHPAD privés, c'est aussi les EHPAD de la ville de Paris, où il y a une maltraitance institutionnelle catastrophique, où il faut augmenter les effectifs. Quand je dis que les projets urbanisme qui sont faits en dépit du bon sens, comme la porte de Montreuil, et qu'il faut absolument les remettre à plat et arrêter de tout laisser au privé, je pense qu'ils vont être très emmerdés. Parce que là, on a vraiment un électorat qui s'est soulevé pour pouvoir exiger des choses, hein, et pas simplement soutenir et déléguer. Et donc, leur implication dans les sujets parisiens, à mon avis, va être croissant. Donc, comment vont-ils pouvoir continuer leur mépris? Tu vois, moi, ce qui est important pour moi, c'est que on va, là, maintenant, être dans la perspective, après le 24 avril, où j'espère, voilà, je le redis, pas une voix pour le Rassemblement national, hein, pas une voix pour l'extrême droite. L'étape d'après, c'est les législatives. On va y venir, Daniel, mais d'abord, Anne Hidalgo, elle peut rester maire de Paris dans cette situation, dans cette configuration? Quelle légitimité elle a? Mais en même temps, la droite parisienne est aussi bien dans la merde. Hein. Parce que franchement, le score de Valérie Pécresse n'a rien de réjouissant.
Donc on voit bien que ces vieux partis sont complètement balayés. Et que pour autant, tu n'as pas de figure de la Macronie qui a un ancrage parisien. Donc il y a vraiment une possibilité pour les Parisiennes et les Parisiens de reprendre confiance en eux-mêmes dans toutes les batailles qu'ils ont pu exprimer ces dernières années. Et là, eh bien moi je dis à nous toutes et tous de jouer. C'est-à-dire que c'est pas tant dans le Sénat du Conseil de Paris qui lui est reste la photographie de l'ancienne élection et qui ne correspond pas du tout à la représentation des aspirations d'aujourd'hui. Donc là maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on s'auto-organise dans l'ensemble des quartiers pour dire voilà, les conditions d'indignité dans le logement social, ça suffit. C'est inacceptable on attende toujours autant d'années pour accéder à un logement social ou pour faire un échange de logement social, quand on sait qu'il y a plein de logements qui sont toujours libres et pas occupés. Ça suffit de nous abandonner dans la moisissure, dans les punaises de lit. Enfin voilà. Donc là maintenant, il va falloir prendre confiance que l'on peut maintenant, par l'ensemble des luttes collectives, exiger qu'ils rendent des comptes, exiger qu'ils changent radicalement leur politique. Prochaine étape, tu le disais, c'est les législatives. On t'avait suivi lors de la législative partielle dans la 15e circonscription de Paris. Oui. Tu avais perdu au second tour à pas grand-chose. Oui. Tu seras la prochaine députée de la 15e circonscription, Daniel? Oui. Dimanche, il y a un espoir qui s'est soulevé. Et je serai la députée de Paris de cet espoir dans le 20e. Et tu vois, la 15e circonscription de Paris, le cœur 20e, c'est ces quartiers populaires de Saint-Blaise, c'est tous les logements des Maréchaux, mais c'est aussi le quartier de la Réunion, place Gambetta. Et vous avez là plein d'aspirations extrêmement fortes. J'ai parlé tout à l'heure de la question des conditions de logement, mais il y a aussi l'aspiration à ce qu'on arrête des projets anti-écologiques, à chercher à chaque fois à bétonner la moindre parcelle. Donc il y a ces problématiques locales, mais elles rentrent en résonance avec la nécessité qu'au Parlement, eh bien, il y ait une rupture qui s'exprime et qu'on dise, ben voilà, il y a une urgence sociale. Nous ne voulons pas de la casse de notre système de retraite. Le 20e a été un arrondissement très mobilisé dans les dernières batailles contre la réforme des retraites. Nous voulons absolument interdire le glyphosate et nous voulons des ruptures, le 20e. Et je pense un arrondissement très fort sur ces questions écologiques et sur la question démocratique. Là aussi, je veux dire, la défense des libertés, la défense de l'égalité des droits. Moi, je garde le souvenir dans le 20e, en 2007, quand j'avais, avec RESF, organisé les premières cérémonies de parrainage républicain. Il y a un élan de solidarité très fort dans cet arrondissement. Et tu vois, les élections législatives, elles vont être déterminantes. Parce que, quelle que soit l'issue du 24 avril, ces trois blocs idéologiques qui existent dans le pays font que, pour nous, Union populaire, on a une responsabilité énorme qui est de créer les conditions eh bien, d'avoir justement ce grand groupe à l'Assemblée nationale qui empêchera toute majorité contraire aux intérêts du peuple de pouvoir voir le jour. On t'a suivi souvent sur ta circonscription, la 15e de Paris, plein cœur des quartiers très populaires du 20e arrondissement. On l'a fait avec toi, on a fait des chemins avec toi, t'es arrêté à peu près à tous les coins de rue, tu connais les commerçants, les caissières de supermarchés, tu as monté des mobilisations effectivement pour les enfants sans papier, tu es connu beaucoup dans ce quartier. Je le rappelais, la précédente élection législative partielle, il y avait eu une participation assez faible. Comment est-ce que cet espoir justement qui est né dimanche dernier, où Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs sur cette circonscription a fait près de 50% des voix, comment tu vas susciter justement la mobilisation, l'envie des gens d'aller se mobiliser à nouveau en juin prochain, a priori, si les élections sont maintenues en juin prochain? Bah tu vois, c'est comment dire, depuis lundi matin, à chaque fois que je me balade dans le 20e, je croise des regards et beaucoup de gens m'arrêtent en me disant d'abord d'abord, tout le monde a un air triste. C'est comme si on te transmettait un peu les condoléances. Hein. On te dit vraiment, on est déçus, mais tenez bon. Mais allez-y, quoi. Parce qu'en juin prochain, on va leur montrer et on va y aller. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une aspiration, un espoir qui est hyper fort et qui maintenant se transforme vraiment en détermination collective. Et ça, c'est très fort. Et pour moi, cette campagne législative, il faut la mettre au service tout de suite de l'étape d'après. Quel va être le rôle des députés de l'Union populaire dans la prochaine séquence? Ce sera bien sûr
de continuer le brillant travail qu'ont fait les 17 députés insoumis, qui étaient des tribuns à l'Assemblée, qui ne lâchaient rien, qui déconstruisaient le discours néolibéral de Macron et qui permettaient au peuple de prendre conscience des crapuleries qu'on faisait sur leur dos. Mais maintenant, il faut aussi que l'on pense le rôle des députés comme aussi des hommes et des femmes qui aident à l'auto-organisation du peuple. Et donc la démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire de coproduire dans un rapport aussi d'égalité avec les citoyens, de coproduire des cadres collectifs où on essaye de voir comment on peut construire des combats communs, comment est-ce qu'on peut faire naître des mobilisations, va être pour moi déterminant dans la séquence d'après. Et je pense que c'est ça aussi qui est attendu dans l'arrondissement du rôle que je vais pouvoir jouer en tant que député en juin prochain. À l'échelle nationale, Jean-Luc Mélenchon a souvent tendu la main, notamment dans le cadre des élections législatives à venir, aux communistes, aux écologistes, des lettres qui sont restées lettres mortes. Toi, tu souhaites qu'il y ait un accord à Paris avec ces formations politiques ? Bien sûr. Après, bien sûr, sur des bases claires. Il faut absolument que la discussion, elle puisse se faire sur la base d'un programme et de Manuel questions. Bompard, hier sur France Info, a dit l'accord ne peut se faire qu'autour du programme de l'avenir en commun et sur la base des résultats de dimanche dernier. Est-ce que c'est pas un peu Alors d'abord, si tu prends les résultats de la dimanche... tentation hégémoniste qui vous avait été reprochée en 2017, elle n'a pas tendance à revenir si tu reprends les résultats de dimanche dernier, ça permet par exemple aux écologistes d'avoir finalement un quart des circonscriptions. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Hein, donc, je pense que c'est extrêmement respectueux. Et puis, par contre, oui, sur la question programmatique, on ne peut pas faire d'union populaire sans contenu clair. Je te le dis, par exemple, la prochaine bataille, ça va être la question des retraites. Pour refuser, mettre en échec la réforme de Casse, qu'elle soit de Macron ou de Le Pen, parce qu'ils sont sur le même niveau économique et social, sur le même contenu antisocial, eh bien, il faut des candidats et des députés qui soient clairs en faveur de la retraite à 60 ans, à taux plein. Enfin, c'est extrêmement important. Sur l'enjeu climatique, il faut aussi des députés qui seront clairs, qui diront, ben voilà, on interdit le glyphosate, mais on interdit aussi l'entrée de tous les produits glyphosatés, et donc on désobéira, par exemple, aux directives libérales européenne. Ça veut dire que sur la question du 100% énergie renouvelable, pareil, il faut des engagements clairs. Mais je pense que c'est possible. En tous les cas, que chacune et chacun prenne conscience de ce qui s'est passé. La social-démocratie, l'accompagnement au libéralisme, c'est mort. Voilà, c'est mort. Et ceux qui souhaitaient ne pas nous répondre avant la présidentielle parce qu'ils espéraient pouvoir discuter, par exemple, avec le Parti socialiste, je pense, sont en train de sacrément cogiter en interne. En tous les cas, je leur souhaite. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'une toute autre orientation que le peuple souhaite soutenir. Et ça, il l'a exprimé de manière très forte. C'est clair, dimanche dernier. Un tiers, voilà, 22%, et on voit bien que c'est un bloc. Un mot sur l'extrême droite quand même, qui jusque-là ne franchissait pas vraiment le mur du son à Paris. Il semble s'ancrer de manière très géographique dans l'ouest parisien avec le résultat de Zemmour et un peu partout avec des poches pour Marine Le Pen. Comment tu l'expliques ? Alors, tu as plusieurs votes dans l'extrême droite. Hein. D'abord, ne nous leurrons pas. C'est pas parce que Zemmour a été un candidat dans l'outrance en permanence et que Marine Le Pen s'est montrée avec ses petits chats qu'elle serait une extrême droite respectable. Non, ça n'existe pas. Elle est exactement dans le même héritage que son père, sauf que d'un point de vue de la com, elle la joue plus subtile. Mais c'est exactement le même danger de l'extrême droite et pas une voix ne doit aller à ce projet-là. Dans son électorat, on sait qu'il y a à la fois une extrême droite bourgeoise ancrée dans les quartiers les plus riches. Regarde le score de Zemmour à Versailles et regarde sur Paris. Là où l'extrême droite fait le plus de voix, c'est pas dans les quartiers populaires. Par contre, on a une autre extrême droite dans les zones rurales qui date pas d'hier et qui n'a cessé de progresser. Moi, tu sais, les 16 premières années de ma vie, je les ai faites à la campagne, dans un petit village de 300 habitants dans le sud de Seine-et-Marne. Et quand j'étais ado, j'ai vu comment la montée de l'extrême droite traversait mes potes. Et c'était terrifiant de voir. Moi, je vendais le petit badge SOS Racisme et je voyais qu'il y en avait d'autres. Ils venaient dans les soirées déguisés en Waffen-SS. Enfin, c'est un sacré choc, quoi. Hein. Et donc, tu as une extrême droite qui a progressé dans les zones rurales et pour lesquelles il faut le reconnaître. Notre stratégie, notre démarche et notre programme
n'a pas encore réussi à convaincre. Mais c'est aussi nos méthodes militantes qui doivent être réinterrogées. Sur les zones rurales, il va falloir, et ça va être tout l'enjeu, travailler vraiment à des ancrages locaux, à redonner confiance aux gens et les accompagner dans des luttes collectives pour réouvrir les maternités, pour réouvrir les gares qui ont été fermées, pour poursuivre par exemple le merveilleux travail qu'a pu faire François Ruffin avec son film Debout les femmes et montrer que toutes les femmes essentielles, pour elles, il faut absolument qu'il y ait un changement complet de politique. Et donc, recréer de la conscience de classe, ça passera par plein de structures aussi associatives d'éducation populaire qui recréent du collectif dans les territoires ruraux. Depuis hier, les 310 000 parrains et marraines qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon sont appelés à voter jusqu'au 16 avril 20h sur le site de l'Action populaire pour s'exprimer sur leur choix, abstention, vote nul ou bulletin Emmanuel Macron. Mélenchon a été extrêmement clair dès le premier tour, hier encore plus encore, sans doute dans un courrier qu'il a adressé à ses soutiens. Pourtant, on dit, les sondeurs, qu'on peut critiquer, puisqu'ils n'avaient pas vu le résultat du dimanche. Voilà, ils sont quand même bien plantés, il faut dire. Mais visiblement, près d'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon seraient prêts à voter pour Marine Le Pen. Que faire? C'est à vous de convaincre? C'est à Emmanuel Macron? C'est à vous deux? Non, d'abord, ça, je n'y crois absolument pas. Non, l'électorat, par exemple, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'électeurs des autres formations type LR qui vont voter pour Marine Le Pen. Bien sûr, ouais. On a même vu dans le sondage avec lequel, qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il y en avait plus issus du PS, par exemple, de l'électorat PS. Donc moi, je le redis, pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour l'extrême droite. L'extrême droite dans ce pays, c'est à la fois un programme pour les riches, antisocial, avec la haine en plus, c'est le mépris de classe de Macron, plus le mépris de race. Pas une voix pour l'extrême droite. Après, franchement, c'est à Emmanuel Macron de convaincre. Nous, on a fait le taf. On a fait le taf et on continuera de faire le taf. Mais c'est à Emmanuel Macron de convaincre. Il faut comprendre que tout le mépris qu'il a pu avoir pendant tout son quinquennat, je veux dire, les mains arrachées, les yeux éborgnés des gilets jaunes et des militants pour la défense des retraites ou des batailles écologiques, vous ne pouvez pas exiger d'eux et les mettre au pied du mur, utiliser le butin de vote Macron. Et en même temps, on doit respecter et comprendre que pour tout un tas d'hommes et de femmes, eh bien oui, il faut absolument, pour éviter l'extrême droite, peut-être pour eux, utiliser le butin de vote Macron. Donc il y a ceux qui iront s'abstenir. Il y a ceux qui utiliseront le butin de vote Macron. Ceux qui veulent s'abstenir, tu leur dis. Et il y a ceux qui utiliseront oui, mais ceux qui veulent s'abstenir, le butin blanc. Est-ce que ceux qui veulent... Parce qu'on a tous autour de nous, beaucoup de gens autour de nous de gauche, et pas que la gauche la plus radicale. Moi, j'entends des socialistes le dire, qui ne veulent plus de Macron, qui ne veulent pas mettre de bulletin Macron. Mais est-ce qu'aux abstentionnistes qui doutent, tu ne leur dis pas attention, danger? Attention, danger. Mais je vais te dire, si tu me demandes par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le bulletin de vote Macron? Est-ce que je vais m'abstenir? Ou est-ce que je vais voter blanc? Je ne te répondrai pas. D'abord parce que peut-être que j'attendrai jusqu'au dernier moment pour en décider. Et puis ensuite, tu vas participer à la consultation de l'Action populaire. Je vais participer à la consultation et je pense que beaucoup qui vont participer à la consultation pourront peut-être aussi la re-regarder et changer leur avis au dernier moment. Mais ce qui est clair, c'est que il n'y a, il n'y a pas de propriétaire des voix et que le peuple il est bien plus intelligent et qu'il choisira par lui-même et que nous ne sommes pas dépositaires des voix et que je n'ai pas moi, en affichant publiquement quel serait mon choix, à indiquer aux autres ce qu'ils doivent faire. Et que par contre, Emmanuel Macron, eh bien, qu'il cherche à convaincre, c'est lui qui a les clés. Regarde, pas plus tard que avant-hier, quel signe il nous a donné quand les forces de l'Allemand ont fortement réprimé les militants du mal logement, les familles mal logées de la Bastille, et notamment Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du DAL, où à travers cet acte-là, on a vu l'État qui non seulement bafoue complètement la loi Dallot, l'État tord la loi, et on a vu un Allemand qui ne respecte pas la liberté de manifester, puisque la manifestation était déclarée de manière totalement régulière. Et on a vu en plus les gestes de violence, puisque la façon dont il est plaqué au sol, c'est justement ces gestes-là qui ont déjà provoqué la mort. Est-ce que c'est ces signes-là qui vont l'aider à battre Le Pen, mais qu'il s'engage clairement sur les retraites,
Il va nous faire la retraite à 65 ans sur la question Il n'y a pas de écologique. négociation Qu'est-ce possible qu'il sur les va retraites, faire? c'est retrait Mais ou à il lui de assume, donner quoi. les éléments pour convaincre. S'il poursuit sa même politique antisociale et de président des riches et des lobbies, s'il continue à piétiner notre démocratie, tu te rends compte que quand même en un quinquennat, la France a été rétrogradée parmi les démocraties défaillances. La France, pays des droits de l'homme. Je sais plus, je lisais notamment dans la déclaration de Lordon, euh, il disait, mais écoutez, avant le premier tour, finalement, le choix est clair, il y a la fasciste, il y a le fascisateur, et il y a un candidat de gauche. Hein. On voit bien comment la politique de Macron, pendant un quinquennat, a finalement facilité et donné un boulevard à l'extrême droite. Je veux dire, quand il s'est mis tout d'un coup à flatter l'extrême droite en parlant de Pétain, en allant à valeurs actuelles, en méprisant les gens, donc à lui maintenant de prendre conscience qu'il doit totalement remettre en cause sa politique, à lui de trouver les moyens pour convaincre. J'ai une dernière question pour toi, Daniel. Un doute subsiste sur le sous-texte du très beau discours de Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Il a passé la main, c'était sa dernière campagne. Est-ce que on l'a vu transmettre le relais aux nouvelles générations? Alors, deux choses. D'abord, moi je suis fière, il y a une belle équipe. Tu vois, le travail des députés à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, je pense notamment au travail de Léla Cheby sur la lutte contre l'ubérisation, Ouais. et où elle a été capable, y compris, de réinventer le rôle d'un parlementaire européen en permettant aux exploités de l'ubérisation de s'auto-organiser. C'est magnifique. Tu as vu plein de nouvelles figures qui émergent. Je pense à Adrien Quatennens, mais je pense aussi à Mathilde Panot. Enfin, bon, on voit une nouvelle génération et depuis le Parlement de l'Union populaire, quelle fierté, tu vois, de voir Aurélie Trouvé, mais de voir aussi Rachel Keke de la lutte des hôtels Ibis, toutes ces femmes et ces hommes, ces nouveaux visages. C'est une superbe équipe. Mais ce qui est clair, c'est que je connais très bien Jean-Luc Mélenchon. Et je suis fière que cet homme-là, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, sera un combattant. Et jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il se consacrera pleinement à la bataille politique. Merci beaucoup, Madame la future députée. Merci.